Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'économie sur la chaîne panafricaine Africa Télévision. Nous recevons comme invité ce soir Monsieur Habib Ebossé. Il est professeur d'université. Nous allons parler de l'épidémie à virus Ebola, mais également de la rencontre du MIDES. MIDES qui est un forum économique organisé à Tanger au Maroc. Mais avant tout cela, nous allons vous demander de suivre avec nous le tour de l'actualité avec Oussouf Diagola. C'est le FMI qui le dit, la Chine est devenue cette année la première puissance économique du monde. D'après le FMI, la Chine enregistre une hausse de 24% contre 7,6% pour les États-Unis d'Amérique. Son PIB national devrait atteindre 16,48% du PIB mondial en 2014. Par conséquent, à la fin de l'année, la Chine damera le pion aux États-Unis en termes de PIB rapporté aux échanges de marché et au pouvoir d'achat nationaux. Cette précision apportée, les États-Unis restent encore premiers dans un certain nombre de domaines, notamment militaires. Où s'arrêtera la chute du prix du baril de pétrole, se demande Jeune Afrique qui consacre au sujet un dossier intitulé Panique sur la planète pétrole. Pour Jeune Afrique, le prix du cours de l'or noir est tombé à $4,35 le 15 octobre dernier, son plus bas niveau en 4 ans alors qu'il tournait encore autour de $110 début juillet. La dégringolade devrait se poursuivre si l'on sait que l'Agence internationale de l'énergie AIE a revu à la baisse ses prévisions de demande de brut en 2015. En cause, l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, gros consommateur de pétrole. En Côte d'Ivoire, l'autorité de régulation des télécommunications a infligé des sanctions aux opérateurs de téléphonie mobile pour la mauvaise qualité des services. Tous les opérateurs sur les réseaux 2G et 3G du pays ont écopé d'une amende totale de 1,216 milliard 947 250 francs CFA au regard de nombreuses défaillances dans 53 villes où des tests ont été effectués. Toutefois, un audit de contrôle de la qualité des services pour la période allant du 31 juillet au 27 août 2014 montre une amélioration par rapport à l'année dernière. Le gouvernement sénégalais lance un emprunt de 75 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Il s'agit de mobilisation de fonds destinés au financement complémentaire prévu dans le budget 2014 et s'inscrivant à long terme dans les plans stratégiques triennaux et quinquennaux du plan Sénégal émergent. La structuration et le placement de cette opération ont été confiés au consortium formé entre SGI Impambix, Securities, CGF Bourse, BC Bourse et ActiBourse. Les analystes du marché jugent le taux proposé attractif, d'autant plus qu'il a été admis au guichet de refinancement de la BCRO. Le projet de loi de finances 2015 du Gabon a été adopté par le Conseil des ministres. Il s'élève à 3 188,7 milliards de francs CFA contre 2 954,6 milliards de francs CFA en 2014, soit une hausse de 234,1 milliards de francs CFA. Selon un communiqué officiel, 51,54% de ce budget seront consacrés au fonctionnement, notamment au paiement des salaires, des biens et services et des dépenses de transfert. Les dépenses d'investissement se caractérise par un relèvement de 66,4 milliards de francs CFA pour se situer à 693,5 milliards de francs CFA. Au Mali, le Conseil des ministres extraordinaire du jeudi 21 octobre 2014 a adopté un projet de loi portant modification de la loi de finances rectificative 2014. Le nouveau collectif budgétaire 2014 est estimé en ressources à 1642 milliards 437 millions de francs CFA et en dépenses à 1800
23 milliards 48 millions de francs CFA. Il dégage ainsi un déficit de 140 milliards 611 millions de francs CFA. Au cours de cette même session, du Conseil des ministres extraordinaire a aussi adopté un projet de loi portant loi de finances 2015 avec des recettes budgétaires de 1714 milliards 532 millions de francs CFA et les dépenses pour 1745 milliards 452 millions de francs CFA. Merci Oussouf Diagoula pour ce tour d'horizon complet de l'actualité économique. À présent, nous allons recevoir notre invité, Monsieur Habib Serge Bossé. Oui. Alors, Monsieur Serge, vous êtes professeur d'université. Oui. Et vous êtes notre invité cette semaine pour ce qui est de l'actualité économique. Nous le savons, mais vous venez de suivre avec nous le tour d'horizon de l'actualité internationale économique. Quel est votre commentaire là-dessus? Comment vous percevez l'économie africaine? Bonjour, Monsieur Sori. L'économie africaine aujourd'hui, au regard de ce que nous venons de visionner, nous donne deux sentiments mitigés. Dans un premier temps, on serait tenté de céder au désespoir. Mais je pense que, vu le fait que la population africaine est à majorité très jeune, il y a aussi un motif d'espoir. Il y a un motif d'espoir, je vous l'accorde. L'Afrique de l'Ouest est en proie depuis fin 2013 à une épidémie mortelle Ebola qui d'ores et déjà aurait fait plusieurs victimes dans la sous-région. Mais en plus de faire des victimes humaines, Ebola crée également des difficultés économiques. Nous avons essayé d'en savoir plus et nous nous sommes intéressés à un pays fortement touché qu'est la République sœur de la Guinée-Conakry. Notre correspondant résident là-bas en Guinée-Conakry, M. Malik Diakité, a réalisé une enquête. Suivez plutôt. Outre des centaines de morts qu'elle a déjà causées en Guinée, la fièvre hémorragique à virus Ebola affecte sérieusement l'économie guinéenne. Une économie qui était en pleine croissance depuis l'atteinte de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Nos pays avaient atteint un certain niveau de croissance qui permettait d'envisager de grands investissements et afin de réduire, n'est-ce pas, cette pauvreté que vous savez, qui touche plus de 50% de la population de ce pays. C'est ce que Ebola est en train de remettre en cause. C'est pourquoi notre souhait est cette forte mobilisation, pas seulement à travers la parole, mais à travers des actes. Le commerce figure en bonne place parmi les secteurs les plus touchés par la crise. Selon le président du groupe organisé des hommes d'affaires, le virus Ebola tue humainement, mais aussi économiquement. Il estime que si la propagation du virus persiste, les commerçants seront obligés de freiner leurs activités. Nous ne souhaitons pas que Ebola continue, mais si Ebola continue, le commerce va s'arrêter. Ça, soyez sûrs et certains. Parce qu'actuellement, les gens sont très réticents. Ça ne marche pas du tout. Imaginez, nous continuons à payer les taxes. Nous continuons à payer les locations des boutiques et des magasins. Les frais continuent et les affaires ne marchent pas. Donc finalement, si ça continue, on ne souhaite pas, il y aura plus de commerçants. C'est ça la vérité. Apparu en mars 2014 dans la région forestière de la Guinée, le virus Ebola, selon les dernières statistiques, a déjà fait 885 victimes sur 1495 cas, soit 59,3% de taux de mortalité. Monsieur Serge, vous venez de suivre avec moi ce reportage, cette enquête qui est quand même alarmant. Bien sûr, ça résume un peu ce que je venais de dire en introduction, à savoir le sentiment mitigé. Dans un premier temps, on est tenté de céder au désespoir face à l'hécatombe que cette maladie entraîne, face au désastre à tous les niveaux que cette maladie peut entraîner sur un pays. Mais en même temps, comme je le disais, il y a un motif d'espoir. Et pour être un peu plus concret, nous avons vu à travers les reportages, par exemple, qu'au niveau économique, mais vraiment, par exemple, les commerçants, ils sont pratiquement aux abois. Les charges fixes restent fixes, c'est-à-dire qu'elles viendront à échéance régulière. Et pendant ce temps, le commerce ne marche pas. Les clients potentiels sont à la maison ou sont malades. Voilà. Et même ces clients, quand ils sont en bonne santé, ils n'ont pas d'activité rémunératrice. Donc, parce que nous venons de suivre quand même le patron des commerçants guinéens, il a dit, à ce rythme-là, on risque de ne plus avoir de commerçants sur le marché. Mais qu'est-ce qui freine l'afflux des clients vers les shops? Ceci a comme un effet de boule de neige. C'est-à-dire,
S'il n'y a pas Est-ce la peur qui engendre cela? Oui, c'est un tout. Par peur d'être Il peut affecté? avoir la peur parce que cette maladie se transmet au contact. Donc, chacun se dit, autant rester chez soi, ne pas avoir de contact avec le monde extérieur. Mais à cette allure, si on reste chez soi, on ne travaille pas. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et si on n'est pas payé, on ne peut pas se rendre dans les points de vente. Pire, si on ne sort pas et qu'on ne travaille pas, c'est l'économie nationale qui va finir par chuter. C'est-à-dire, même les fonctionnaires finiront un jour par ne plus être payés. C'est parce qu'ils travaillent que l'État a les moyens de les payer. Donc, c'est toute une chaîne aujourd'hui. Et ce qui fait que ces pays qui sont la Guinée, qui est le foyer initial, malheureusement, la Sierra Leone, le Libéria et tous ces pays aujourd'hui vraiment vivent une situation très, très difficile. Une situation extrêmement difficile, il ne faut pas avoir peur des mots. En ce moment, nous avons parlé des difficultés au regard de ce qui a été dit par le responsable des commerçants. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont les plus touchés par cette épidémie à virus Ebola, voilà, économiquement? La question est on ne peut plus intéressante parce que effectivement, on ne saurait se limiter au secteur du commerce. C'est un tout, comme je le disais. C'est tout l'État qui est touché, tous les secteurs de l'État. C'est toute la chaîne qui est touchée par l'épidémie. On prend par exemple le secteur du tourisme. Aujourd'hui, il y a des pays qui vivent essentiellement du tourisme. Absolument. Imaginez un seul instant ces pays-là touchés par l'Ebola. La psychose que ça va créer au niveau de leurs clients potentiels, des touristes qui ne viendront plus. C'est l'État qui va s'effondrer. Il y a aussi le secteur de l'import-export. Les marchandises, on peut bien les mettre sur les bateaux pour les envoyer vers ces pays-là, mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour les réceptionner. Il faut qu'il y ait des gens pour accompagner ces marchandises sur les bateaux. Personne ne veut se rendre dans ces pays. Ce qui fait que le secteur de l'import-export va prendre un coup. Alors que nous savons très bien qu'aucune économie nationale ne peut vivre en autarcie. Toutes les économies aujourd'hui sont imbriquées les unes dans les autres et dépendent les unes des autres. Alors si le secteur de l'import et de l'export est touché, ce serait extrêmement dommageable. Au niveau scolaire, essentiellement au niveau éducatif, imaginez un seul instant, avec la psychose, les écoles sont fermées, les enfants restent à la maison, les universités sont fermées. Et ça peut prendre le temps que ça prendra. À chaque pays sa stratégie et à chaque stratégie son efficacité. Il y a des pays qui peuvent mettre plus de temps pour réussir à vaincre cette maladie. Donc c'est toute la chaîne qui est touchée. Voilà. Il y a aussi le secteur de l'agriculture par exemple. Ce secteur, donc, imaginez un seul instant, avec l'impact sur la santé des paysans. Les paysans, il faut d'abord qu'ils soient bien portants pour pouvoir aller au champ. S'ils sont malades, ou si toute leur famille est malade, ils sont obligés de rester aux petits soins de leur famille. Ils ne peuvent donc plus se rendre dans les champs. Mais plus dangereux, l'impact sur la santé mentale et morale de ces paysans. Il faut d'abord être fort dans la tête avant d'être fort physiquement. Et donc au niveau de toute la population, si l'impact moral est très important, c'est toute la chaîne qui va flancher. Alors, Monsieur Serge Bossier, nous le savons, les pays affectés ont été amenés à faire des dépenses supplémentaires qui, au départ, n'étaient pas prévues au niveau de leurs budgets respectifs. Bien sûr. Alors, est-ce que cela ne va pas engendrer quand même un déséquilibre budgétaire dans ces pays touchés? C'est exact. Cela va engendrer un déséquilibre, d'autant plus que les priorités vont changer. Imaginez un seul instant. On sait les priorités des pays africains, surtout les pays ouest-africains, en voie de développement donc. Nos priorités sont connues. Il s'agit de l'éducation, de la santé pour tous et de l'autosuffisance alimentaire. C'est essentiellement ces trois axes qui guident les stratégies politiques de nos dirigeants. Mais imaginez un seul instant, avec cette maladie qui vient frapper et déstabiliser tous ces pays, les priorités vont forcément changer. Ce n'est plus simplement l'accès à la santé, mais c'est la santé et la santé. C'est-à-dire tous les autres secteurs passent au second plan. Forcément, il y a donc des équilibres. Nécessairement, mais nous constatons quand même que la communauté internationale est en train de venir en appui, ça il faut le dire, et l'encourager, un appui vraiment consistant aux pays touchés par cette épidémie. Quelle est votre impression sur cet apport, sur l'accompagnement de la communauté internationale aujourd'hui, qui d'ailleurs peut être salutaire et considéré comme tel? Oui, ça peut être salutaire et c'est salutaire. Ce soutien est très significatif, mais le problème qui se pose, c'est la rapidité de la mise en œuvre de ce soutien. Voilà, il y a souvent beaucoup de promesses qui sont faites, mais en réalité, il y a souvent très peu de moyens qui sont dégagés ou les moyens viennent au compte-gouttes. Or, c'est urgent, c'est maintenant.
C'est maintenant que les pays africains ont besoin de ce soutien. Alors nous allons compter sur la célérité de cette aide et surtout de l'expertise internationale. Il faudrait que ces fonds qui vont être alloués à ces pays touchés puissent être gérés de façon efficiente et responsable. Le même mal de l'Afrique a encore toujours mal gouvernance, il faudrait l'éviter. Les patients, les populations ont besoin de ce soutien-là et il faut tout mettre en œuvre pour que ce soutien-là ne puisse pas aller dans les endroits où, vers des registres qui ne sont pas du tout concernés. Merci Serge Bossé. Alors, nous allons partir directement à Tanger, au Maroc. Tanger, porte du Maroc sur l'Europe et sur le monde, a abrité les 12 et 15 novembre dernier la 7e édition du Forum international Médise qui était placée sous le thème « Quel ordre dans le chaos ». Je rappelle que ce forum était organisé par l'Institut Amadeus. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux à Tanger, Al-Khalifa Touré, Djibril Amaga. Welcome to the Médise. C'est sous ce traditionnel chapiteau installé dans le somptueux jardin du Movenpick, sur les bordures de la Méditerranée à Tanger, que l'Institut Amadeus a accueilli ses invités à l'occasion des travaux de la 7e édition du Forum Médise. Des sponsors aux partenaires médias, en passant par les collaborateurs nationaux et internationaux, tout est passé au peigne fin pour que ce Forum du Sud, qui débat de géopolitique dans un contexte international difficile et imprévisible, soit une réussite. Quelques heures avant la cérémonie officielle d'ouverture, retrouvailles, apartés et échanges ont meublé le décor dans une ambiance méditerranéenne. Cette 7e édition du Forum Médise se tient sous la thématique « Quel ordre dans le chaos ?» C'est dire que le volet géopolitique sera cette année encore dominé par le dossier brûlant de la situation dans le monde, surtout de la situation dans le monde arabe, avec la montée en puissance de l'État islamique. Autre sujet programmé cette année, et pas des moindres, le Moyen-Orient, mais surtout l'Ukraine, comme nouveau terrain d'affrontement entre Russes occidentaux et Américains. Le chaos, par définition, un état de confusion des éléments ayant précédé l'organisation du monde, est caractéristique de la situation actuelle. Nos cadres de référence sont renversés et la confusion règne. Les lendemains de ce qui a sans doute été appelé un peu trop naïvement printemps arabe n'en finissent pas de déchanter. Les répercussions dramatiques des soulèvements légitimes de 2011 viennent renforcer les menaces à la stabilité régionale et à la sécurité globale. Le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte son appui aux pays en développement pour qu'ils puissent avancer et assurer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives, soit nous aurons tous à supporter les conséquences de la montée des démons de l'extrémisme, de la violence et du terrorisme qu'alimente le sentiment d'injustice et d'exclusion et auquel aucun endroit au monde ne pourra échapper. Il convient de noter que cette année encore, plus de 120 intervenants prendront part aux 24 sessions programmées pour cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ainsi donc, cette cérémonie d'ouverture s'est terminée par les notes musicales tirées du folklore andalou. C'était donc là un élément traitant de l'ouverture de ce forum économique de Tanger organisé par l'Institut Amadeus dans un contexte global encore très trouble où le sentiment de perte des repères n'a jamais été aussi fort, Monsieur Serge. Les grilles de lecture sont sans cesse remises en cause. Selon vous, vous qui êtes professeur d'université, quel modèle d'entrepreneuriat, quel modèle de management on a besoin en Afrique aujourd'hui pour véritablement amorcer le décollage économique au niveau de nos entreprises? Merci bien, M. Sori. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. L'Afrique est à la croisée des chemins, cela parce que tout part et tout se termine par l'Afrique. Quand on parle, par exemple, du printemps arabe, dont parlait le reportage, c'est parti de l'Afrique. Et je voudrais dire, aujourd'hui, la jeunesse est aussi à la croisée des chemins. Parce que au niveau de l'entrepreneuriat,
soit les systèmes éducatifs actuels mettent sur le marché des jeunes aptes à servir automatiquement, donc opérationnels, ou bien des jeunes opérationnels, des jeunes théoriciens qui ne sont pas capables d'affronter tout de suite la vie entrepreneuriale. Alors, les chefs d'entreprise sont face à un enjeu très important. Eux, ils ont besoin maintenant de jeunes opérationnels. Donc vous avez parlé de théorie, donc de jeunes opérationnels. Voilà. Est-ce à dire que nous devons nous orienter plutôt vers la pratique? Ben voilà, on doit même refonder carrément les systèmes universitaires. Refonder complètement. Refonder complètement. Parce que c'est des systèmes qui sont calqués sur un modèle qui est aujourd'hui dépassé en Occident. Aujourd'hui, donc, les formations que nous proposons dans les universités et grandes écoles doivent être beaucoup plus adaptées. C'est pourquoi le système LMD est venu et à point nommé. Mais malheureusement, dans son applicabilité, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à vraiment l'utiliser de façon optimum. Okay? Et donc, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils ont la chance aujourd'hui, les chefs d'entreprise africains, ils ont la chance aujourd'hui d'avoir déjà des modèles dans le passé. On a par exemple le modèle japonais, qui veut que la tête soit balayée en cas d'échec. Dans une entreprise, dans le système japonais, lorsque ça ne marche pas, eh bien, c'est la tête qu'on enlève. La notion de la responsabilité. Mais voilà. Nous, on est dans un modèle où c'est la base qu'on enlève. C'est-à-dire ceux qui ne prennent pas les décisions stratégiques, c'est eux qui payent les pots cassés. Le maillon faible qui paye les pots cassés. Il y a donc ce système, par exemple, qu'on peut adopter. Il y a aussi le système chinois, avec ses points positifs et ses points négatifs. Travail, travail et encore travail. Il est bon, ce système chinois, selon vous? En France, c'est pourquoi je disais que nos chefs d'entreprise aujourd'hui ont beaucoup de chance. Parce que c'est des choses qui ont déjà fait leur preuve, des systèmes qui ont déjà fait leur preuve. À eux d'en faire un savant mélange. Savoir saisir la qualité créative de l'Africain, cumuler ça avec la capacité de travail du Chinois et le sens de la responsabilité japonaise. Je pense que au terme d'une première décennie, on aura des résultats palpables. C'est une question qui revient à chaque fois que je reçois un invité en plateau, c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Ouais. Vous venez de parler du système éducatif. Ouais. Vous voulez même une refonte du système éducatif dans nos pays respectifs. Ouais. Je veux parler des pays africains, bien sûr. Alors aujourd'hui, ne pensez-vous pas que nous procédons plutôt au contraire de ce qui devait être le système classique? Je m'explique. C'est les filières qui, en principe, sont créées dans nos États avant de savoir le besoin exprimé sur le marché. Tout à fait. Alors que dans un contexte normal, c'est le contraire. Ouais. Nous partons généralement du besoin exprimé par le marché pour ensuite créer des filières. Vous qui êtes professeur d'université, pensez-vous que nous sommes, au regard de ce que je viens de dire, à la pointe de ce système éducatif? Nous n'y sommes pas encore. Parce que le marketing veut quoi? Que l'on apporte une réponse à la satisfaction du besoin du consommateur. Alors les universités doivent répondre à la satisfaction des besoins de nos États. Aujourd'hui, nos États, quels sont leurs besoins? Si on identifie avec exactitude et précision les besoins de nos États, alors on saura quelle filière mettre en avant. Mais malheureusement, comme vous le dites, ce sont d'abord les filières qui sont créées. Regardez les bacheliers. On les oriente systématiquement dans les filières classiques. On les oriente systématiquement. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles filières qui répondent aux besoins du continent africain. On va être concret. On est dans un pays comme le Mali, où la recherche de l'or constitue aujourd'hui un maillon très important de l'économie nationale. Absolument. Il devait donc avoir dans des universités privées et publiques des spécialisations en mines et énergie. Mais je ne crois pas que jusqu'à ce jour, on en est. Ça veut dire que si une entreprise opère dans ce domaine, elle sera forcément obligée de se tourner vers l'extérieur. Il serait même judicieux aujourd'hui qu'on puisse aller sur des quotas, que l'État puisse dire aux parents des étudiants, voilà, aux parents d'élèves depuis le bac, voilà quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont vraiment demandeurs. Voilà. Et déjà, à partir de la deuxième partie du secondaire, c'est-à-dire après le DF, l'orientation doit être déjà beaucoup plus pointue à partir de là, pour que l'enfant ne se trompe pas. S'il a demain l'envie d'évoluer dans le secteur de l'énergie solaire, qui est un secteur en devenir dans un pays comme le Mali, j'ai tendance à dire souvent à mes étudiants Dieu nous a donné gratuitement du soleil. On n'a rien fait pour l'avoir. Certains diront que c'est une tare ou bien c'est un tort, mais d'autres diront que c'est une chance. Parce que je sais qu'aujourd'hui, l'un des enjeux principaux en Occident, ce sont les énergies renouvelables. Alors, pour avoir ces énergies, c'est quoi? Il faut avoir soit du vent, soit du soleil, soit de l'eau. On a le soleil. Aujourd'hui, on doit donc développer
tous ces facteurs qui nous permettront de réduire notre consommation d'électricité et de la rendre renouvelable. Et vous parliez tout à l'heure d'étudiants. Vous l'avez remarqué dans ce reportage que l'Institut Amadeus a quand même invité 300 étudiants venus d'un peu partout. Tout à fait. Quels peuvent être les impacts, les retombées pour ces étudiants qui prennent part à ce forum combien important? Mais c'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est pourquoi moi je dis je salue les universités qui organisent des sorties internationales. Parce qu'il faut permettre à l'étudiant d'avoir une grande ouverture d'esprit sur les grandes questions du monde. Ça part d'abord des pays limitrophes et ensuite sur les grandes questions planétaires. En donnant cette chance à environ 300 étudiants de divers horizons de venir participer à ce forum, l'Institut Amadeus n'a fait que d'évancer le développement de l'Afrique. Tout développement part d'abord de la conception, de l'idée. Il faut d'abord développer au niveau de la conception avant que ça se transforme en actes concrets. C'est ce qu'ils n'ont fait que faire. Les étudiants qu'ils ont donc invités vont se frotter à des réalités auxquelles ils ne pensaient pas du tout et va faire d'eux, certainement, on le souhaite de tout notre cœur, de futurs entrepreneurs et non des fonctionnaires en devenir. Il faut que la mentalité change. Aujourd'hui, nos États ne nous forment plus ou ne forment plus les jeunes pour les embaucher. Les États forment les jeunes pour les rendre intelligents, compétents sur le marché international, national et impacteurs, afin qu'ils puissent être entrepreneurs. Alors, l'entrepreneuriat, c'est la recette magique, ça, il ne faut pas le nier. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui véritablement comme politique en la matière pour inciter plus de jeunes à aller vers ce secteur-là? Parce que nous le savons, pour résorber le chômage, l'État n'est pas à même de recruter tout le monde. Tout à fait. Mais l'entrepreneuriat, nous le sentons, est toujours timide, encore timide au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut véritablement, monsieur Serge? Il faut déjà créer le cadre. Les États, nos États ouest-africains, depuis une quinzaine d'années environ, ont tenté de créer le cadre. Mais malheureusement, cela ne se fait pas de façon efficace. Il y a souvent des structures dans nos États qui sont chargées de la promotion de l'emploi des jeunes. On demande aux jeunes d'élaborer des projets bancables. Et ces jeunes amènent ces projets vers ces structures d'État afin d'être financés. Mais à quoi assistons-nous? Premier frein, on demande aux jeunes d'envoyer des projets bancables. Ces jeunes étant incapables de les rédiger parfaitement sont obligés de s'adresser à des cabinets spécialisés. Et ces projets, donc, pour être montés, c'est 300 000, c'est 500 000. Premier frein. Ce sont des jeunes, a priori, qui n'ont pas d'argent. OK. Quand même ils arrivent à faire monter leur projet de façon efficace et qu'ils déposent ces projets sur la table de ces structures d'État en charge de la promotion de l'emploi, que se passe-t-il? On constate qu'au niveau de ces structures, l'argent n'est pas décaissé pour donner aux jeunes pour qu'ils puissent travailler. Mais on leur fait croire que leurs projets ne sont pas viables. Et plus tard, ces jeunes ont la désagréable surprise de constater que leurs projets sont développés par d'autres personnes qui ont bénéficié de ces financements. Ça décourage ces derniers et ils sont obligés de baisser les bras. Il faut donc que le cadre soit vraiment implanté et qu'on y mette les hommes qu'il faut, avec les compétences qu'il faut. Parce que les moyens, on les a généralement. Ces structures, moi je me rappelle, il y a une dizaine d'années, l'État avait mis 15 milliards au niveau de la Côte d'Ivoire dans cette structure. Je n'ai pas eu vent d'une centaine de projets financés. Au Mali, je suppose que ça doit être la même situation. Alors, l'État y met de l'argent, il faut qu'on y mette les hommes qu'il faut et qu'il y ait un minimum d'audit. Il faut qu'il y ait un minimum d'audit et d'encadrement aussi au niveau de ces jeunes. Monsieur Habib Serge Bossé, merci. Vous étiez notre invité pour ce énième numéro de Eco Hebdo dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et portez-vous très bien. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.